Vous écoutez un podcast produit par la Galerie Maguen, à la recherche de causer, épisode 3. Avec À la recherche de Peter Pan, Causet a démontré qu'il pouvait toucher un large public, même sans Jonathan. Et cette nouvelle liberté, il va la cultiver en explorant un autre thème qui lui est cher, celui de la guerre du Vietnam. Moi, j'ai une partie de ma famille qui est américaine, mon arrière-grand-père qui a migré, et avec qui je reste plus ou moins en relation. Et j'ai réalisé que ma génération, si j'étais né aux États-Unis, comme j'en ai rêvé quand j'étais gamin, eh bien, j'avais l'âge de partir au Vietnam. Donc, je me suis un peu parti de cette idée et je suis allé là-bas. Et j'ai voyagé avec un ami photographe, Jean-Pierre Grandjean, qui a publié beaucoup de photos. On a rencontré des vétérans américains qui venaient en pèlerinage sur les endroits où ils s'étaient battus. Ils avaient perdu des copains. Ils ont rencontré des vétérans, des soldats vietnamiens. C'était très impressionnant. C'était des gars, des types traumatisés. Donc on a passé 2 soirées à discuter avec ces gars. Et c'était vraiment impressionnant. Et il y a plein d'anecdotes dans Saigon Hanoï que j'ai reprises mot à mot d'une discussion avec l'un d'eux, Jack Ernest. Il est mentionné dans mon album. Il raconte que quand il est rentré, il y avait ses parents à l'aéroport. Ils pleuraient tous. Et puis, il y avait une jolie jeune fille qui était juste un peu derrière ses parents. Puis il leur a dit, c'est qui cette fille ? Ils lui ont dit, c'est ta sœur. Il n'avait pas reconnu, tellement il était... il avait vécu l'enfer. Donc il reconnaît. Évidemment, elle avait peut-être passé de 14 à 17, elle était devenue une jeune femme. Il avait quitté enfant. Voilà, des exemples de trucs qu'il racontait avec une émotion incroyable. Mais ils étaient traumatisés, c'est sûr. Il y avait un officier de l'armée américaine qui proposait de lâcher des piranhas dans les rizières pour qu'ils bouffent les Vietnamiens. Voilà. Ça ne s'invente pas, ça. C'était vrai. Ils ne l'ont pas fait, apparemment, on n'en a jamais entendu parler. Mais ils disaient c'est la solution. Bien après ce voyage, Causet publiera donc Saigon Hanoï en 1992, l'histoire d'un dialogue au téléphone entre une fillette et un vétéran américain le soir du réveillon. Mais bien avant cela, en 1988, il va parler de cette thématique dans une nouvelle BD qui sera également un coup de maître. Elle s'appellera Le voyage en Italie. Causet met en scène 2 vétérans du Vietnam qui vont en Italie rencontrer un amour de jeunesse, une jeune femme dont il découvre alors qu'elle s'apprête à devenir nonne. Pour moi, ça permettait de souligner son côté paradoxal. Parce qu'elle a un côté religieux, quasiment, et puis un autre où elle est quand même un peu marginale, amorale. Et donc j'aimais bien cette ambiguïté. Et puis il y a une double blessure du coup, parce qu'il y a la blessure du Vietnam, mais il y a la blessure de rencontrer son ancien amour de jeunesse qui devient inaccessible. Pour lui, elle devient inaccessible, évidemment. Et donc oui, c'est un thème intéressant, cette jeune fille qu'il a idéalisée. Eh ben non, c'est pas possible. Et là-dessus, il y a un enfant qui va... On est en train de résumer l'histoire. Oui, mais j'essaie de comprendre d'où viennent les ressorts, d'où viennent les... Mais j'en sais rien, je ne sais pas d'où viennent les idées. Parfois, c'est des choses existantes que je déforme, que j'emmène de mon côté. Parfois, il y a du vécu aussi. Il y a une part autobiographique. Il y a de l'observer, de voir des gens dans la rue, dans un bus. Il y a du lu. J'ai pu lire dans un texte des éléments qui vont nourrir ma fiction. Ça peut même provenir d'une autre fiction, mais à ce moment-là, il faut que ce soit différent, que ce soit complètement... Mais ça vient souvent d'un reportage vu à la télé ou d'un texte dans une revue. Tout est bon pour nourrir une fiction. Pour moi, le critère, c'est ce qui fait tilt. J'entends quelque chose, je lis quelque chose, je vis quelque chose. Et ça résonne chez toi. Ça résonne, exactement. C'est quand il y a une résonance que je développe cet élément. Et donc, j'avais ce projet du voyage en Italie, des 2 copains vétérans. J'avais proposé à Casterman qui était restrictif. Et Herman m'a dit, il y a Jean Van Hamme
qui va lancer une collection adulte chez Dupuis. Appelle-le. Je l'ai appelé, j'ai à peine résumé, il m'a dit oui, bien sûr, on le prend. J'ai fait un truc que j'ai beaucoup hésité à aborder. J'ai décidé d'avoir un personnage qui se suicide. Et moi, ça me posait un problème moral. Je me disais, pourquoi je fais ça pourquoi pas, mais est-ce que j'ai vraiment une bonne raison? Ou c'est juste pour vendre mes bouquins, pour avoir un élément fort? Et en y réfléchissant et en me documentant, j'ai appris que chez les Américains, la majorité des soldats qui sont morts, c'est pas au champ de bataille, c'est au retour. Overdose et suicide. Plus que sur le terrain. Donc, je me suis dit, oui, j'ai vraiment le droit d'avoir un vétéran américain qui se suicide. C'est clair, ça fait partie de l'histoire du Vietnam. Quand on te dit, finalement, avec le voyage en Italie, tu as créé le roman graphique tel qu'on le définit aujourd'hui. J'ai participé à la création du roman graphique. Ça a été mon voyage en Italie et à la recherche de Peter Pan ont été deux expériences de roman graphique pionnières, faisant partie d'un groupe, d'un mouvement spontané. Il y avait plusieurs choses qui apparaissaient en même temps. Il y avait ici même de Tardy, mais c'était des histoires en un seul titre, un one-shot, et un public plutôt adulte. Tout en reprenant de temps en temps Jonathan, Causé va ainsi se ressourcer en multipliant les one-shots. Il y aura notamment Joyeux Noël Mai et Orchidea, qui se passe encore aux États-Unis, mais il sera bientôt rattrapé par sa nostalgie de l'Asie. Et c'est ainsi que naît un autre projet, celui du Bouddha d'Azur, qui sera publié en 2005. C'est l'histoire d'un amour naissant entre un jeune Anglais et une enfant sacrée tibétaine isolée dans un ermitage enneigé. J'avais envie de reparler du Tibet sans Jonathan. C'était surtout ça l'idée pour le Bouddha d'Azur. Le Tibet sans Jonathan. Donc un one-shot. Parce que dans une série, on a des contraintes terribles. Il a déjà fait ça, il a déjà dit ça, il a entendu. Alors qu'un one-shot, tout est possible. On ne sait rien. Tu ne peux pas raconter que Jonathan a vécu 10 ans en Afrique. Alors que je commence un one-shot, j'ai un personnage qui a vécu 10 ans en Afrique. Donc dans le one-shot, on peut inventer un passé. Tout est possible. Dans une série aussi, mais plus il y a de titres, moins on peut inventer un passé. On peut inventer tous les futurs qu'on veut. Ouais. Mais le passé, il se restreint titre après titre, parce qu'il est déjà construit. Mais là, sur le papier, rien n'est possible entre eux. Il y en a un qui vient des États-Unis, l'autre, elle est seule, isolée dans la montagne, prédestinée à être une divinité. Ouais. Et puis l'impossible va devenir possible. Mais c'est tout l'intérêt de ce scénario. Les choses ne se passent pas comme on l'imagine, il y a toujours un élément de surprise. Je cherche à m'étonner moi-même. Je ne pense pas encore au lecteur quand j'imagine un scénario. Après, je le relis en me disant, mais est-ce que le lecteur va bien sentir ça? Ok, mais quand je crée une histoire, que j'imagine, que je visualise des scènes, je cherche à m'étonner moi-même. Et ça marche? Quand ça marche, c'est que j'estime que c'est bon. Quand est-ce que tu t'es étonné, toi-même? C'est quand tu te dis, tu développes une histoire, et puis ça va aller comme ça, donc logiquement il va aller là, puis il va se passer ceci, puis tout à coup tu dis, et si? Puis tu tournes. Et ça, c'est un étonnement et c'est une idée. Tu penses quelque chose que tu n'avais pas prévu de penser. Il y a un élément qui revient très souvent, là encore. Chez Jonathan, on a la Chine oppresseur. Bouddha d'Azur, la Chine oppresseur, que tu réinjecteras dans Yiyun, d'ailleurs, d'une autre manière. Chaque fois que je parle du Tibet, je ne peux pas m'empêcher de dénoncer le drame, la tragédie du Tibet en voie de destruction par son grand voisin, la Chine, depuis 1950, ou plus exactement depuis 1959.
je ne suis pas pro-message politique, je trouve que c'est très réducteur, les messages politiques. Enfin, ça reste une dénonciation quand même de l'oppression chinoise. Donc j'ai dit que je suis un peu emprunté parce que j'aime pas ces messages politiques, mais tu ne peux pas dessiner une histoire qui se passe en France pendant la guerre sans dénoncer le fait que la France est occupée par l'Allemagne nazie. Et donc là, tu ne peux pas parler du Tibet sans mentionner le fait que le Tibet est occupé par la Chine. L'univers de Causé semble donc bien défini, il règne dans ses bandes dessinées une atmosphère immédiatement identifiable, mais en 2016, il va soudain se renouveler, ou plutôt, il va enfin réaliser un rêve. C'est celui de dessiner Mickey, le personnage fétiche de son enfance. En fait, il avait déjà tenté d'intégrer le staff des dessinateurs de Disney, c'était en 1978. À l'époque, il part à Los Angeles, et avec la détermination qu'on lui connaît, il obtient un rendez-vous avec les studios. J'ai présenté mes dessins. J'étais naïvement très ambitieux. Moi, je me voyais créer des éléments chez Disney. Ce qui aurait peut-être été possible après 30 ans d'expérience. On m'a dit un demi-oui, mais j'ai compris que ce serait vraiment pour faire du boulot, du dessin à la chaîne. Le dessin à la chaîne ne m'intéressait pas. Ma force, c'est la narration visuelle. Donc, c'est raconter par des dessins, mais le dessin pur ne m'intéresse que moyennement. J'ai donc compris que chez Disney, j'aurais pas ma place et je suis revenu à la bande dessinée avec le projet de Jonathan. Causé abandonne donc l'idée de dessiner Mickey, il se contentera de le faire apparaître au détour de quelques-unes de ses propres BD, jusqu'à ce qu'en 2015, donc beaucoup plus tard, l'éditeur Jacques Glénat, qui connaît sa passion pour la souris de Disney, lui fasse une proposition. Il est venu, c'était un festival à Soliès, petit festival très sympa, et Jacques Glénat qui est vers moi, il me dit « T'as envie de faire un album de Mickey ?» J'ai fait un bond de 3 mètres. J'ai dit oui, oui, je m'y attendais pas. C'est un rêve de gamin, c'est une Madeleine de Proust. C'est un rêve de gamin de participer aux créations de Disney d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'était mieux que mon rêve de travailler dans les studios Disney, où j'aurais été contraint de faire ce qu'on me disait, parce que là j'ai pu à peu près faire ce que je voulais. On savait qu'il y aurait de la censure, ça a été moindre que ce que je craignais. J'ai dû enlever un cigare d'un qui fumé par un personnage. Moi, je l'avais fait parce que dans Mickey, on voyait ce personnage fumer la cigare. Donc, je me suis dit, ils l'ont fait, je peux le faire. Mais ils nous ont expliqué que les choses ont changé. Oui, ils ont fait certaines choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Donc voilà, des corrections de ce genre, rien du tout. On s'en fiche. Je m'en fous de ce cigare. C'était pas une privation. Après, c'était très ambitieux parce qu'en fait, tu t'inscris à l'origine de Mickey, puisque tu vas expliquer comment Mickey a rencontré Minnie. Oui, c'est très ambitieux, je sais. Alors, en fait, j'ai réfléchi à Mickey, je me suis dit, il a déjà été cow-boy, détective privé, astronaute. Il a tout fait, Mickey. Qu'est-ce que je vais lui rajouter ? Et puis, j'ai feuilleté les tout premiers, voir comment ça avait commencé. J'ai lu les 2 premiers, Crazy Plane et puis Steamboat Willie. Et dans les 2 cas, il est déjà avec Minnie. Ils sont déjà fiancés, tous les 2. Et là, je me suis dit, mais alors, j'aimerais savoir comment ils se sont rencontrés. Et donc, tu inventes le chaînon manquant. Ouais, alors je raconte leur rencontre. Oui, alors effectivement, c'est essentiel. Mais personne ne l'avait fait. Mais donc, c'est pas. Non, mais c'est là que c'est très ambitieux. C'est que c'est pas un Mickey de plus. C'est le Mickey indispensable pour comprendre le reste. Il n'est peut-être pas indispensable, mais il touche à la base. Ouais. Je suis pas sûr que tout le monde l'ait compris chez Glénat et chez Disney. Non, c'est vrai. Alors, dans ce premier volume de Mickey, tu restes encore assez fidèle à ce qu'était l'esprit de la série. On est dans le milieu du cinéma, on est à Los Angeles, on reste beaucoup plus proche que dans le 2e volume, qui lui est consacré à Minnie, que tu ramènes dans ton univers à toi cette fois-ci. J'aime beaucoup Goofy, Dingo. En fait, c'est mon personnage préféré. Bizarrement, je n'ai pas fait d'album. Mais je me suis dit, avec Dingo, je vais de nouveau retomber dans des... Il a déjà aussi... Comme Mickey, il a tout fait. Genre, ce sera un de plus. Et donc, je me suis dit, mais Minnie, elle n'a jamais eu de rôle important. Elle est toujours la
petite mignonnette qui court derrière Mickey. Donc, pourquoi pas lui donner le premier rôle? Si elle est avec Mickey, ça va pas, il va lui voler la vedette, comme toujours. Donc, elle est avec Clarabelle, c'est les 2 copines. Et puis, je suis parti, je sais pas comment, sur mon homme sauvage américain, là. Le Yeti. Le Yeti américain, oui, j'oublie son nom. J'avais envie de la mettre dans la neige. Ouais, c'est ce que je disais, tu la ramènes dans ton univers. Oui, c'est vrai. On est à la montagne, on est à la neige. C'est vrai, c'est la montagne que j'aime avec la neige, même si c'est le Colorado, parce que c'est mini, elle est aux États-Unis. On aurait pu être en vacances en Suisse, mais... Tu t'es senti plus libre avec ce 2e volume? Oui, le premier, j'étais stressé. Serais-je capable de faire du Disney? Parce qu'il s'agissait de ça. Donc j'étais un peu inquiet. Et puis finalement, ça, le premier a bien passé, donc j'ai pu me lâcher dans le 2e. J'aurais adoré lire ces 2 albums de Mickey et Minnie quand j'étais gamin. Ça m'aurait, franchement, c'est un peu gonflé de dire ça, mais j'aurais adoré sentir. Il y a ce côté un peu adulte quand même. Et ça, comme gamin, lire la rencontre de Mickey et Minnie, j'aurais adoré. L'œuvre de Causé, cet auteur à part, est donc déjà considérable. Mais maintenant que nous connaissons mieux l'homme et ses ressorts, eh bien, intéressons-nous aussi au dessinateur. Essayons de comprendre comment il arrive à produire un dessin si original, si identifiable, virtuose sans être démonstratif, à la fois adulte et presque enfantin, parce que très stylisé. J'adore la stylisation parce qu'elle développe plutôt l'évocation que la description. On ne donne pas tout, on évoque et le lecteur imagine. En fait, on s'approche des idéogrammes ou des pictogrammes qui fait qu'on dessine un rond, 2 points, une courbe. Tout le monde voit un smiley, on voit un sourire, alors que c'est juste un cercle, 2 points et une courbe. Mais tout le monde voit un sourire. Et ça, c'est un phénomène qui me fascine. La couverture de Peter Pan, qui est toute blanche, on voit qu'un skieur, quelques sapins et quelques rochers, mais la neige, je ne la dessine pas, c'est le papier blanc. C'est le lecteur qui voit de la neige alors que c'est juste du papier qui n'a pas été imprimé. Et je fais pareil dans les scènes de nuit, notamment dans Calypso, noir-blanc, mais aussi dans toutes les scènes de nuit. Quand il y a un personnage qui porte une veste noire, par exemple, avec encore une chemise noire, si on est dans une scène de nuit ou devant un mur noir, je ne vais pas, comme la grande majorité des dessinateurs, mettre un tout petit reflet blanc sur l'épaule pour rassurer les gens en leur disant « Ne vous inquiétez pas, je sais que... » Non, je vais mettre tout noir, donc on verra juste son visage et ses mains, parce que je fais confiance au lecteur. Il ne pourra même pas imaginer que c'est une tête qui flotte dans le noir. Il va deviner le corps selon la position des mains. En fait, c'est suggéré. Et pour moi, c'est un grand plaisir, à la fois de lecteur et de dessinateur, cette suggestion plus qu'une description. Le style Causé, il est arrivé quand même très tôt et il a très peu évolué au sens où, qu'on lise une BD d'il y a 20 ans, une BD d'aujourd'hui, c'est du Causé, c'est toujours du Causé. En revanche, ce qui a évolué, c'est ta manière de concevoir les cases, les planches. Dans Jonathan, Pieds nus sous les rhododendrons, toutes les cases ou les planches sont différentes. Ouais, je m'étais amusé avec les cadres comme des manuscrits tibétains, puisque ça se passait au Tibet. Et j'ai trouvé que ça prenait trop d'importance, qu'on sortait de l'histoire. Donc, au bout d'un moment, je suis revenu à des présentations plus simples en mettant l'effort plutôt sur le dessin que sur la déco des cadres. Et les cadres, chez toi, il n'y a aucune règle? La règle, c'est quel est le cadrage qui va le mieux mettre en valeur ce que je veux raconter. Pour une situation, choisir un gros plan sur l'œil d'un personnage ou, pour la même situation, un zoom arrière, enfin avec un grand paysage où le personnage est juste à peine un petit point, c'est pas gratuit. C'est parce que ça raconte mieux ce que je veux raconter. C'est au service de la scène, c'est ça la règle. Dans Yiyun, tu casses encore plus les codes puisque tu fais dessiner la préface par quelqu'un d'autre. Ah ouais. Donc c'est vrai, c'est une BD d'un autre auteur dans ta propre BD. Oui, mais en littérature, on a des préfaces écrites par d'autres auteurs. Ouais, mais pas dans les bandes dessinées. J'aime bien être précurseur.
Mais Causé n'est pas qu'un dessinateur. On l'a vu, c'est aussi un conteur qui scénarise ses propres histoires. Mais c'est aussi un coloriste. Il jongle avec le bleu, le violet, le jaune, l'ocre et le blanc pour en sortir toutes sortes de nuances, là encore très identifiables. La couleur, c'est une passion, c'est une seconde nature chez lui. Et pour la travailler, il s'est notamment inspiré des travaux du peintre suisse Johannes Itten. C'est un théoricien de la couleur qui enseignait à l'école du Bauhaus, qui était assez célèbre il y a quelques années. Et il a vraiment développé une théorie sur la couleur qui est à la base de mon travail. C'est-à-dire qu'il dit que chaque couleur est perçue différemment selon son entourage, son voisinage. Si tu mets un jaune sur fond rouge, ou le même jaune sur fond bleu, tu n'auras pas la même perception de ce jaune. Donc elles sont constamment en interrelation. Si je mets mon jaune sur des violets et des bleus, il va paraître très flashy, alors que s'il est entouré d'ocre et de blanc, il sera plus effacé. Alors que c'est le même. Notre cerveau, immédiatement, il interprète, parce qu'il compare tout le temps. On ne perçoit jamais rien de brut, c'est toujours par comparaison. Donc je travaille là-dessus. Tu aimes la couleur, c'est important pour toi. En même temps, tu ne l'as pas toujours faite. Il y a des Jonathan qui ont été colorisés par d'autres coloristes que toi. Qui ont été colorisés, 3. J'avais besoin d'avancer un peu plus vite, et donc j'ai proposé à quelqu'un qui s'appelle Frémont, un coloriste, et puis Paul Seppi, l'épouse de Daniel Seppi, a fait les couleurs de 2 Jonathan. Et dans ce cas-là, tu leur donnes les consignes Des indications d'intention pour dire attention, là c'est la nuit, ou bien il faudrait mettre en valeur cet objet. Mais j'aime trop la couleur pour... j'arrête, je ne peux plus les confier, j'ai trop de plaisir. Voilà donc pour la technique. Maintenant, prenons un peu de hauteur et essayons d'identifier les thèmes récurrents qu'on peut trouver dans son œuvre. Causé, c'est d'abord une production hyper référencée. Les personnages des BD qu'il aime vont se retrouver dans ses histoires. On y trouvera Tintin, l'Espadon de Jacobs, Yakari, et seront souvent cités même les groupes qu'il aime, les Beatles ou les Rolling Stones par exemple. J'aime parler de ce que je connais et ce que j'aime, et donc je raconte ma vie à travers ces exemples sans faire de l'autobiographie classique. Mais oui, je dessine Mickey parce que j'aime Mickey, il fait partie de ma vie. Je vais dessiner des véhicules que j'aime bien, alors c'est un peu synthétique, je fais une sélection. Par exemple, dans mes histoires qui se passent en Asie, je vais dessiner des véhicules qu'on ne trouve pas ici, des bagnoles indiennes qu'on ne trouve pas en Europe. Et donc je vais éliminer le modèle japonais qu'on trouve ici, en France, en Suisse. Alors c'est artificiel, parce que tu me diras, quand je vais en Inde, je vois des japonaises. Oui, je sais, mais ça m'ennuie, et je pense que c'est pas très amusant pour le lecteur de retrouver les mêmes bagnoles. J'aime bien faire rentrer des éléments comme ça, comme des panneaux de la circulation routière, ou des pancartes pour n'importe quel commerce, parce qu'il y a une typo du pays qu'on n'a pas chez nous. Pour moi, ça fait partie du vocabulaire visuel d'un pays. Plus que le Taj Mahal. Taj Mahal, j'ai pas besoin de le dessiner. Ça apporte quoi? On le connaît par cœur, on le trouve partout en photo. Mais une étiquette d'une bière laotienne, souvent c'est beau, et en tout cas c'est caractéristique, et j'aime bien apporter ça à mes albums. Mais il y a une autre constante dans ces histoires. Il met en scène des personnages, de tous les âges d'ailleurs, qui ont souvent été blessés par la vie, qui ont des fêlures. Et Causé aime aussi leur faire découvrir des liens de parenté qu'ils ignoraient. Kate va ainsi comprendre qu'elle a un père qu'elle ne connaissait pas dans Jonathan. Gus, dans Calypso, apprend que Xenia est sa fille. Quant à May, dans Joyeux Noël May, elle découvre qu'elle a une demi-sœur dont elle ne soupçonnait pas l'existence. La vie nous réserve donc des surprises, et la famille, qu'elle soit décomposée ou recomposée, est souvent au centre de l'histoire. La famille, c'est un thème qui, à mon avis, a été très peu exploité dans la bande dessinée. Les personnages n'ont pas beaucoup de famille. En tout cas, Tintin, on ne lui connaît pas de maman ni de papa. Et moi, ça m'intéressait. C'est aussi une façon d'approcher de la réalité à travers des fictions.
Mais là, c'est des familles qu'on se découvre, dont on n'a pas connaissance. C'est vrai, c'est un point commun. Eh bien, j'ai pas de réponse à... Donc on se demande, est-ce que tu aurais envie d'avoir une autre sœur que tu ne connais pas? Est-ce que toi-même, dans ta famille, il y a eu un sentiment d'abandon qui fait que tu aurais envie de retrouver quelqu'un? C'est de la psychanalyse à 3 euros. Hein. Ouais. Non, j'ai pas de... À ma connaissance, il n'y a rien de tout ça. Non, c'est juste l'idée de découvrir quelque chose qui était caché, intime et caché à la fois, comme découvrir un trésor ou un élément inconnu. Découvrir des parts de soi-même qu'on ne connaissait pas. Causé s'intéressera aussi à la vieillesse dans Orchidea, mais surtout dans Calypso, l'histoire des retrouvailles entre un mineur suisse et son amour de jeunesse qui a fait carrière à Hollywood. C'est une histoire triste d'un crépuscule qu'il publiera d'ailleurs pour l'occasion en noir et blanc, mais on peut identifier une autre constante dans son imaginaire. Il aime mettre en scène des personnages que tout oppose en apparence. Ces héros vivent parfois dans des pays différents, ils ont des cultures différentes, et pourtant, ils vont finir par s'aimer. C'est sans doute l'expérience du voyage qui fait que je trouve passionnant de rencontrer des êtres humains qui ont de toute autre référence que nous, qui ont un background complètement autre, qui n'ont pas les mêmes conditionnements que nous, parce que j'estime qu'on est très conditionnés. Donc le fait de voir des conditionnements autres, différents, nous fait un peu ouvrir l'œil sur nos propres conditionnements. De voir l'étonnement d'un Birman face à je ne sais quel comportement chez moi qui est totalement prévisible, conditionné, convenu ici, en Europe, et de voir qu'il est étonné, je trouve ça très intéressant. Ça me permet de voir plus clair en moi, de voir que ce qui était évident pour moi n'est pas du tout pour quelqu'un d'autre. Tu vois, Urs, il va rencontrer Yiyun, c'est pas les mêmes univers du tout. Dans plein de tes albums, en fait, il y a ces rencontres improbables. Mais j'aime bien ça. Encore une fois, c'est intéressant, la différence. C'est ennuyeux de rencontrer quelqu'un qui serait comme nous. Alors c'est vrai que j'ai fait une année dans un pensionnat international, quand j'avais 13 ans. Et là, j'ai rencontré des copains, des copines, qui avaient mon âge, donc il y avait un point commun déjà au départ, mais qui venaient d'Angleterre, d'Afrique, d'Italie. Ça m'a vraiment intéressé de voir qu'il y avait des copains, copines, comme moi, dans un sens, et dans l'autre, pas du tout. Et on pourrait citer d'autres caractéristiques de son œuvre, la prévalence des doubles par exemple, Jonathan et son auteur, Yiyun et sa sœur, Woodworth et son frère disparu, mais aussi un rapport à la mort presque positif. Elle n'est pas forcément un drame. Dans Calypso par exemple, la disparition de Georgia Gould est une forme de libération qui permettra à Gus de rencontrer sa fille. Et puis une mort peut sauver des vies aussi, ainsi dans Jonathan, un fugitif à qui on attribue l'identité d'un homme qui vient de décéder, va pouvoir ainsi échapper à ses poursuivants. Je trouve marrant qu'un mort, un cadavre, puisse sauver une vie. Il y a un côté cocasse. C'est un cadavre qui sauve la vie du tout le coup. C'est toujours la même chose. Enlever les étiquettes, la mort, c'est dramatique, c'est tragique. Oui, mais pour une situation où la mort, ça sauve une vie. Et ça, j'aime bien. Mais ça repose sur aucun souvenir personnel ou... Non, mais c'est une idée qui te séduit. Ouais, qui me séduit parce que de nouveau, elle casse les clichés. Chez toi, on retrouve aussi plusieurs fois des enfants seuls dans la nature. C'est le cas de Neil et Sylvester, c'est le cas de la princesse Druma. Et c'est aussi le cas du Bouddha d'Azur avec Lal, qui est seul dans la nature, qui se baigne dans son petit trou d'eau, là, et puis qui est isolé dans sa montagne. Oui, dans son petit lac sacré. Elle n'est pas totalement isolée, parce qu'elle est sous sous la protection de deux nonnes. Elle, oui, mais la princesse Druma, par contre... C'est une enfant sauvage. Ça m'a été inspiré par le film de François Truffaut. Alors que j'ai raconté une toute autre histoire, mais le cas des enfants sauvages m'a inspiré drôlement. La question des doubles, ou l'idée du double? Je suis du signe du Gémeaux, voilà. C'est une réponse comme une autre. Ouais. Mais tu l'as conceptualisé, ça? J'en suis conscient, mais je ne travaille pas ça. C'est pas, j'ai pas l'objectif de faire une histoire avec un double, avec des doubles. Je développe une histoire,
Et puis tout à coup, je me dis, et si en fait elles étaient deux? Au départ, j'ai un personnage féminin. Je me dis, mais en fait, elles pourraient être deux. Et puis il y a la politique de l'enfant unique. Et puis des enfants cachés, sans identité. Puis voilà, ça... Et on voit les post-it se superposer. Exactement. Et d'autres qui disparaissent ou qui se déplacent. Alors ça, tous, ils se déplacent. Mais ça, je suggère à toute personne qui a envie d'écrire une fiction. Parce que quand on commence à écrire dans un cahier, en haut à gauche, et qu'on finit en bas à droite de la page, ou sur un écran, c'est pareil, on se contraint, on bride l'imagination. Alors que là, avec mes post-it, j'ai une idée, je la punaise au mur, puis une autre, je la mets à côté, mais après, je la déplacerai. L'histoire, elle vit. Aujourd'hui, on est dans un monde un peu fou dans lequel on se demande où il va, quel est le sens de tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un retour finalement à des aspirations qui étaient celles de l'époque où tu as créé Jonathan ? C'est certain, il y a plein de cours de yoga, de méditation, partout. Tu vas chercher sur Internet, tu tapes méditation, tu as 500 offres de séminaires. On a ce besoin. Moi, ça me passionne depuis l'adolescence. Ça m'intéressait dès le début, simplement. Mais est-ce que ça explique peut-être aussi la longévité de Jonathan et du succès de tes bandes dessinées ? Aucune idée, je sais pas. Je sais que C'est-à-dire qu'elles restent en phase finalement avec l'époque. c'est vrai. Je pense parce que les sujets sont abordés de manière sincère, plus ou moins vécus, et donc il y a un côté authentique qui fait que ça vieillit pas trop, me semble-t-il. Alors on a presque fait le tour de l'œuvre de Causé, mais l'auteur a encore une envie qu'il n'a pas assouvie, celle de publier non pas une BD, mais un roman. Et ce roman, il l'a déjà écrit d'ailleurs, même s'il reste encore très discret sur le sujet, parce que l'écriture, ça le travaille depuis longtemps. Depuis que je suis gamin, j'ai essayé d'écrire des romans dans des cahiers à l'âge de 10 ans. C'était des pâles copies du Club des 5 et des trucs comme ça. Mais j'avais envie d'écrire et puis j'ai mis ça de côté parce que la bande dessinée me plaisait. Mais récemment, j'ai écrit un roman parce que souvent, en développant une bande dessinée, j'imagine des scènes qui sont difficiles, voire ennuyeuses à dessiner. Et donc, je m'en prive, je les écarte. Parce qu'elles ne sont pas visuelles ? Parce qu'elles ne sont pas visuelles. Par exemple, 12 personnages autour d'une table en train de discuter, que ce soit dans un restaurant ou un conseil d'administration. Un dessin, ça va, mais s'il faut faire 3 pages là-dessus, c'est l'enfer pour un dessinateur. Donc, en tant qu'auteur complet, quand j'écris mon scénario, si l'idée m'amène à ce genre de scène, je vais tout de suite chercher une solution pour éviter ça. Et je me suis dit, mais dans le fond, je me prive un peu de certaines scènes. Et donc, si j'écrivais un roman, ce ne serait pas un problème. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, pour l'instant, je l'ai proposé à 4 éditeurs. Il y en a 2 qui ont dit non, 2 qui attendent un peu, on verra. Et ça ressemble à ce que tu fais en bande dessinée ? Je veux dire, c'est le même univers, c'est des problématiques un peu similaires à celles qu'on a évoquées ? Quand même un peu, c'est quand même des thèmes similaires, mais un petit peu plus adultes, je dirais, avec un côté qui peut être éventuellement plus sombre ou plus profond. Mais oui, c'est pas fondamental, c'est pas méconnaissable. Je pense qu'en lisant ça, on se dirait, ah bah oui, bien sûr c'est lui, on reconnaît son ambiance. Ça se passe en Suisse, en Asie, aux États-Unis ? Ça se passe en Suisse, en Europe. Mais les pays sont secondaires. Du fait que c'est pas visuel, l'accent est moins mis sur le décor visuel. Voilà, nous allons maintenant quitter Causé, son chalet si cosy dans sa montagne suisse, et le laisser travailler parce que le temps qui passe n'altère en rien son envie de dessiner et il espère bien encore pouvoir nous étonner. J'espère continuer de travailler jusqu'au dernier jour parce que j'aime réaliser mes bandes dessinées, c'est un plaisir, c'est même un équilibre. Quand je suis en recherche de scénario, que c'est difficile, que j'avance pas, je suis malheureux, je suis pas bien dans ma peau, je suis pas bien. Et puis quand je recommence à dessiner, que j'ai un scénario qui me plaît, tout de suite ça va mieux. Donc j'ai pas l'intention d'arrêter. Comme les comédiens, sur scène jusqu'au bout. Si je peux, j'aimerais bien, ouais.
Bon, on va boire un thé au beurre. Oui, d'accord. Oui, au beurre rance, parce que c'est un vrai tibétain.